Salut dur à cuire, contente de vous retrouver pour ce troisième volet de notre semaine spéciale Jeux Olympiques. Il y aura une quatrième vidéo, même si j'ai pris un petit peu de retard, donc celle-ci sortira sûrement après les Jeux Olympiques. Bon, c'est pas grave. Petit rappel du concept, dans chaque vidéo, je parle de 6 à 7 sports, et pour chaque sport, je parle d'une femme qui a marqué l'histoire de sa discipline. Donc écoutez, ne perdons pas plus de temps, et découvrons de nouvelles sportives. C'est parti. Alors pour commencer, on s'attaque à du lourd, puisqu'on va parler des sorcières de l'Orient. Et sous ce nom très mystérieux se cache une équipe de volleyball japonaise, mais incroyable. Mais leur histoire, elle est vraiment digne d'un film. Euh, D'ailleurs, au Japon, il y a eu beaucoup de mangas, de films, de séries basées sur leur histoire. Et si ça vous intéresse, en juillet 2021, un documentaire français est sorti sur cette équipe. Mais entrons dans les détails. Donc nous sommes au Japon, donc au tout début des années 60. Le PDG d'une usine textile va créer une équipe de volley dans son entreprise et embaucher un coach. À la base, c'est juste pour occuper, on va dire, offrir une distraction à ses ouvrières après le travail et renforcer les liens de l'équipe. Et cette équipe va avoir son petit succès, beaucoup d'ouvrières vont s'y inscrire et le coach va quand même déceler un certain potentiel parmi ces sportives qui pourtant sont des pures amatrices à l'époque. Et il va les coacher sévèrement, mais ça va porter ses fruits parce que nos petites japonaises, elles vont gagner des tournois régionaux, puis ensuite des tournois nationaux, et en 1962, elles vont remporter les championnats du monde de volley. Personne ne les attendait, tout le monde a été surpris. Et c'est pas fini, puisqu'en 1964, aux Jeux Olympiques, elles vont battre l'URSS et gagner la médaille d'or. D'ailleurs, ce sont les journalistes russes qui vont leur donner leur surnom de sorcières de l'Orient. Et elles vont continuer leur carrière jusqu'en 1966, date où l'équipe va être dissoute. Et elles vont partir avec 258 victoires gagnées à la suite. Je veux dire, même aujourd'hui, ce record n'a jamais été égalé. Je veux dire, jamais aujourd'hui, équipe de volley n'a gagné 258 victoires d'affilée. Alors pour cette deuxième histoire, on va parler d'une sportive beaucoup plus contemporaine que les précédentes, puisqu'on va parler de la française Nouria Newman, qui est une kayakiste de l'extrême. Donc Nouria, c'est d'abord une championne. Donc en 2013, elle a remporté la médaille d'argent aux championnats mondiaux de kayak. Mais elle va vite se lasser de la compétition. Elle, ce qui l'intéresse, ce sont les expéditions. Et elle va comme ça se lancer des défis. Elle veut être une pionnière. Donc en 2014, elle est la première femme à descendre le Grand Canyon de la Stikine, donc en Colombie-Britannique, qui est connue pour ses rapides très très dangereux. En 2018, elle va descendre seule les principales rivières du Ladakh, donc en Inde, une région magnifique, hein. Moi, je rêve d'y aller, mais très sauvage. D'ailleurs, elle va manquer de mourir plusieurs fois, mais ça va pas la dégoûter des expéditions. Elle va aussi partir en Patagonie, et surtout, en 2020, elle commet un autre exploit. Elle descend le saut du Doubs, quelques mois après qu'une équipe française l'ait franchi pour la première fois. Donc en fait, c'est la première femme, je crois, à avoir franchi cette descente. Alors parlons d'un sport qui fait couler beaucoup d'encre actuellement, parce qu'en fait quand on tourne la vidéo, là on est vendredi, on est la veille de la finale de basketball aux Jeux Olympiques, donc on va parler du basket. On va parler de Louisa Harris. Pour moi, les matchs de NBA, c'était juste pour des hommes. Je veux dire, c'était des équipes 100% masculines. Alors, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai lu qu'en 1977, une femme a failli intégrer une équipe de NBA. Donc, il s'agissait de Louisa Harris. Donc, Louisa, c'était un bon gabarit, hein. Elle faisait 1m91. Et c'était vraiment une étoile montante du basket. Et donc les Jazz de la Nouvelle-Orléans vont proposer un recrutement à Louisa pour jouer dans leur équipe.
Sauf qu'en fait, Louisa ne va pas pouvoir parce qu'entre-temps, elle était tombée enceinte. Donc elle va refuser. Mais elle aurait pu intégrer une équipe masculine. Moi, ça m'a choquée. Enfin, dans le bon sens. Faut dire que Louisa était une très bonne sportive, hein, et elle avait pas mal de bons titres à son palmarès. Par exemple, en 1976, date à laquelle le basket féminin a fait son entrée aux Jeux Olympiques, elle a remporté une médaille d'argent. Mais bon, ne pleurons pas sur Louisa. Par la suite, elle a continué sa carrière en basket féminin où elle a eu beaucoup de succès. Alors je vous préviens, on va parler de gymnastique et ça va pas être très drôle. L'histoire va même être très triste. Donc la gymnastique, c'est vraiment un sport phare des JO, hein. La gymnastique homme a intégré les JO dès 1896, la gymnastique femme en 1928. Et très vite, l'URSS et les satellites soviétiques vont s'imposer. Je suppose que vous avez entendu parler de Nadia Comaneci, par exemple, la roumaine, une gymnaste incroyable qui, à 14 ans, a enchaîné les médailles et qui a été, je crois, la première, peut-être même l'unique, ça a confirmé, gymnaste à avoir reçu la note de 10 sur 10 pendant une performance. Mais je vais pas vous parler de Nadia, je vais vous parler au contraire d'une rivale à elle, la russe Elena Mukina, qui est vraiment aujourd'hui le symbole de toutes ces athlètes soviétiques qui ont été détruites et broyées par l'industrie de la gymnastique, parce que ces gamines étaient vraiment utilisées au service de la propagande soviétique. On s'en fichait de leur bien-être, hein, clairement, on leur demandait juste de gagner, et tant pis si ça mettait leur santé en danger, et Elena, c'est le parfait exemple. C'est vraiment une étoile montante de la gymnastique, la Russie misait beaucoup sur elle, et notamment dans l'optique des Jeux Olympiques de Moscou de 1980. Sauf que Elena, on va beaucoup lui demander, beaucoup trop même, et elle va se blesser en 1979, elle va se briser la jambe. Et son entraîneur, qui était un homme vraiment abject, va demander à ce qu'on lui retire son plâtre bien trop en avance. Et malgré les supplications d'Elena, parce qu'Elena, elle sait bien que sa jambe n'est pas totalement réparée, elle le sent, mais l'entraîneur s'en fiche, il veut qu'elle reprenne la compétition le plus rapidement possible pour être en forme lors des JO, puisque de toute façon le Kremlin mettait une grosse pression, hein, sur Elena et son entraîneur. Et elle va participer à une compétition 79, et on va lui demander de faire une figure très dangereuse, le saut de Thomas, qui aujourd'hui d'ailleurs est interdit. Interdit dans toutes les compétitions. En fait, il s'agit de faire un salto, mais au lieu de retomber sur ses jambes, la gymnaste retombe en faisant une roulade, une galipette. Et Elena va s'exécuter et elle va chuter. Et là, donc elle est évacuée de la compétition, on ne sait pas ce qu'elle devient. Pendant des mois, des années, l'URSS va garder le silence. Alors il y a des bruits, hein. On se dit qu'elle est blessée, on demande, hein, à son entraîneur, mais où est donc Elena? Rien. Et c'est en 1991 que Elena va sortir du silence et on va apprendre qu'elle est totalement paralysée sous le menton. Parce qu'en fait, en tombant ce jour-là, à cause de sa jambe affaiblie, en fait, elle s'est mal réceptionnée et elle s'est brisée la nuque. Et totalement tétraplégique, la pauvre vit avec sa grand-mère dans un appartement minable, sans pratiquement aucune ressource financière, totalement oubliée en fait par la Fédération russe de gymnastique, par l'URSS, le monde a été choqué. D'ailleurs, c'est en grande partie à cause de cette chute que cette figure dont je vous parlais a été interdite. Alors, on refait un saut dans le temps et on parle de Queenie Newall, qui était une très grande archère britannique. Et en 1908, celle-ci va remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de tir à l'arc. Et c'est assez exceptionnel puisque, d'une part, il va falloir attendre 2004 pour que les Britanniques remportent de nouveau une médaille au tir à l'arc aux Jeux Olympiques. Et surtout, Queenie était âgée de 54 ans au moment de sa performance. Et donc jusqu'en 2012, elle va avoir le titre de la championne olympique la plus âgée. Alors, autre sport, autre époque, autre ambiance, on va parler de la célèbre pongiste, donc championne de ping-pong, enfin tennis de table, Angelika Roseanu. Donc, Angelika va avoir la scarlatine,
Donc du coup, elle va passer beaucoup de temps toute seule chez elle et son frère va avoir un petit peu pitié. Et donc du coup, ben, c'est lui qui va ramener à la maison du matériel pour faire du ping-pong et il va jouer avec sa sœur. Et ben, la sœur n'arrêtera plus de jouer puisqu'elle va devenir ben, la plus grande joueuse de ping-pong. Donc en 1936, à l'âge de 15 ans, elle remporte le championnat national roumain et elle va remporter les 5 suivants. Et en 1950, elle va remporter les championnats du monde. Et elle va devenir vraiment, ouais, la pongiste la plus titrée de l'histoire. Et elle est d'ailleurs la première roumaine à avoir remporté un titre mondial. Alors, on va parler d'une sportive polyvalente comme on n'en fait plus aujourd'hui. On va parler de Mildred Didrikson. Donc Mildred, elle va essayer plein de sports. D'abord, elle va se perfectionner dans l'athlétisme. Donc en 1932, lors des Jeux Olympiques, elle va gagner 2 médailles d'or, une au javelot et une en 80 mètres haies. Mais ensuite, elle va abandonner l'athlétisme et se lancer dans le golf. Et en 1938, elle devient la première femme golfeuse à participer à un gros tournoi, l'Open de Los Angeles. Et ensuite, elle va enchaîner les victoires, puisque de 46 à 47, elle va gagner 17 des 18 tournois auxquels elle va participer. Et en 1950, elle nous fait un grand chelem, chose assez rare au golf. Et par la suite, c'est devenu une grande avocate du sport féminin et surtout du golf féminin. Et elle a rejoint le Golf Hall of Fame. Bon, alors à la base, pour l'escalade, je pensais tricher et parler d'une alpiniste. Parce que je connais pas du tout le milieu de l'escalade, mais un de mes collègues de travail, qui lui est féru d'escalade, m'a dit que je pouvais pas faire ça, enfin que ça n'avait absolument rien à voir, que j'allais me mettre toute la communauté des grimpeurs à dos. Et donc du coup il m'a dit de parler de Julia Chanourdi. Elle faisait partie de la délégation française d'escalade au JO de Tokyo. C'est la première année que l'escalade est présente au JO. Et effectivement, après avoir vu son parcours, c'est une véritable pionnière. Alors si vous ne le saviez pas, comme moi, il y a encore 24 heures. Donc en escalade, il y a des falaises, enfin des parois qui ont des notations différentes. Et les plus grandes, c'est les 9A, 9A+, et 9B. Et Julia, c'est vraiment une pionnière, puisque en 2020, elle est la première femme à grimper la falaise de Rawil, en Suisse, qui était une 9A. Et elle va récidiver et devenir la 4e femme à l'échelle mondiale et la première française à grimper dans le Vaucluse une falaise qui est classée 9A+. Et donc Julia, elle est un petit peu comme Nouria Newall tout à l'heure, une pionnière à suivre, parce que malgré son jeune âge, elle continue comme ça d'essayer de briser les records et d'aller dans des terrains où aucune femme n'avait encore osé aller. Donc écoutez, c'est la fin de cette 3e vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt pour le dernier volet de cette semaine spéciale Jeux Olympiques. Salut!